RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue à RFM, il est midi, le grand journal. À la une, l'affaire Farbangom, les habitants des Agnam qui font bloc derrière leur maire et dénoncent plutôt une liquidation politique qui ne saurait prospérer. C'est ce jeudi justement que l'Assemblée nationale va mettre en place la commission ad hoc devant statuer sur la levée de l'immunité parlementaire de Farbangom. L'année judiciaire 2025 officiellement ouverte, rentrée solennelle des cours et tribunaux ce matin, cérémonie présidée par le chef de l'État, chef de l'État donc président du Conseil supérieur de la magistrature, droit de grève et préservation de l'ordre public, c'est le thème retenu. Dans ce midi, hommage à l'artiste Ndongolo, journée de souvenir de l'enfant chéri de Pikine, 20 ans après sa mort. Le grand journal à suivre les actualités internationales avec Georges Déthié Diop, le sport Malal Diagne Junior. La presse du jour à la une, l'affaire Farbangom et la levée imminente de son immunité parlementaire mise en place ce jeudi de la commission ad hoc par l'Assemblée nationale. Point de vue, débat sur la boulangerie, quelle solution pour relancer un secteur en difficulté? Le prétexte, la conférence de presse conjointe FNBS-RBS, une conférence de presse au lendemain de l'audience avec le ministre de l'Industrie et du Commerce. Amadi Ndiaye assure la partie technique de ce journal. Bienvenue à tous. L'année judiciaire 2025 officiellement ouverte, la rentrée des cours et tribunaux ce matin, cérémonie présidée par le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye, président du Conseil supérieur de la magistrature, droit de grève et préservation de l'ordre public, c'est le thème retenu. Latirnian, conseiller délégué à la Cour suprême, il a prononcé le discours d'usage et est revenu sur l'encadrement juridique des réquisitions et du droit de grève au Sénégal. Il y a deux sortes de limites. Il y a d'abord les réquisitions, qui traduisent encore la manifestation du même traitement du droit de la grève dans le secteur public et dans le secteur privé. Le Code du travail et le statut général de la fonction publique permettent à l'autorité administrative compétente de réquisitionner les fonctionnaires et les travailleurs dont les emplois sont indispensables à la préservation de l'ordre public. Cet acte d'autorité doit être exceptionnel pour éviter de compromettre l'autorité de l'État. Il ne doit pas être perçu par le travailleur ou le fonctionnaire comme une humiliation, mais plutôt comme un acte citoyen nécessaire à la préservation de l'ordre et la continuation du service public. Le préavis obligatoire et la négociation constituent en principe des mécanismes d'évitement du recours à la réquisition qui, il faut le rappeler, ne doit en aucun cas aboutir à la négation du droit de grève. Le Conseil constitutionnel admet non seulement que le droit de grève est un droit relatif, mais qu'il peut être interdit pour certains agents exerçant certaines fonctions. La décision rendue à cet égard par le juge constitutionnel concernait les agents des douanes, mais elle admet dans la même logique la conformité à la Constitution de tous les textes interdisant le droit de grève dans les autres corps de l'État, n'admettant pas une discontinuité du service public ou exerçant des fonctions de souveraineté. Droit de grève et préservation de l'ordre public, c'est le thème retenu donc pour cette rentrée solennelle des cours et tribunaux. Un inspecteur du travail, un syndicaliste parle d'un thème important et capital. Toutefois, le chargé des relations professionnelles à l'UNSAS estime qu'il est nécessaire de renforcer, de réformer plutôt le décret 72-17 du 11 janvier 1972. Boubacar Dia. Ce thème concerne principalement cette tension qui existe entre deux principes fondamentaux, le droit des travailleurs à faire la grève et la nécessité de préserver les services publics essentiels pour le bien-être de la société. Mbaye Sen Diakhaté est inspecteur du travail et de la sécurité sociale, par ailleurs secrétaire général du syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale. Dans le code du travail particulièrement, il est dit que le travailleur a la possibilité, quand il constate que ses droits sont bafoués, quand il constate que ses revendications ne sont pas satisfaites, de suivre une certaine procédure, mais quand même, ce droit de grève exercé ne doit pas porter préjudice au bon fonctionnement de l'entreprise. Tous les travailleurs ont la possibilité d'aller en grève, donc si vous partez en grève, vous laissez les autres qui ne veulent pas aller en grève faire leur boulot au sein de l'entreprise et également ne pas perturber le bon fonctionnement de l'entreprise. Mais toujours est-il que parfois, il y a ce que l'on appelle des grèves sauvages, pour reprendre les termes de Papa Birama Diallo. Il ne doit pas y avoir de péril en la demeure, parce que c'est la grève sauvage peut-être qui est interdite et la grève illicite qui est interdite.
Mais si la grève quand même respecte les procédures normales, régulières, il va de soi que l'ordre public devra être respecté. Le chargé des relations professionnelles de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal juge nécessaire la réforme du décret 72-17 du 11 janvier 1972. Ce décret-là n'est pas conforme aux dispositions de la Convention 98 de l'OIT. Parce que la Convention de l'OIT parle des services essentiels et ces services essentiels doivent être listés de commun accord entre les parties prenantes. Et ce n'est pas le cas au Sénégal et c'est ce que nous dénonçons depuis plusieurs années. Pour ce faire, Papa Birama Diallo de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal invite les parties concernées à trouver un consensus autour de ce qu'il appelle emploi et services essentiels, des services qui selon lui ne doivent pas être perturbés en temps de grève. Boubacar Dian, le chef de l'État, donc président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est lui qui préside cette rentrée solennelle des cours et tribunaux. Dans son allocution, le chef de l'État a annoncé la mise en place d'un comité de suivi des recommandations des assises de la justice. Ce dialogue national que j'ai voulu inclusif et participatif a permis à des représentants de tous les secteurs socio-professionnels, organisés en commission, de dresser un diagnostic approfondi et précis sur la justice afin de la débarrasser de ses maux. Ces commissions ont formulé par la suite des recommandations dont la mise en œuvre permettra d'humaniser le visage de la justice, de rendre plus performant le service public de la justice. D'ores et déjà, j'ai mis en place le comité de rédaction des recommandations consensuelles issues des assises de la justice. Ce comité a pour mission de matérialiser les réformes nécessaires afin, entre autres, que les exigences de l'état de droit soient mieux prises en charge par les acteurs du monde de la justice. Il faut rapprocher la justice du peuple au nom duquel elle est rendue. Le monde judiciaire a des défis immenses à relever et doit s'ouvrir au questionnement, à la remise en cause, au changement et à la modernisation. Il doit nécessairement s'ouvrir à l'instar de tous les corps de la République, au monde extérieur, car l'exigence d'un contrat social repensé nous interpelle tous. Un système clôturé à lui-même ne permet pas de faire peuple. Gardons-nous tous de la tentation de l'entre-soi et du repli. RFM, la radio de toute l'actualité. L'affaire Farba Ngom, les habitants des Agnam, je rappelle que Farba est le maire des Agnam, ces habitants donc des Agnam qui font bloc derrière leur maire et dénoncent une liquidation politique qui ne saurait prospérer. Correspondance Ali Bandelniang. Dans la ville des Agnam, l'affaire est au bout de toutes les lèvres. À la mairie, au marché, tout comme à la gare routière, on ne parle que de ce qu'on appelle ici l'acharnement contre le député maire Farba Ngom. Entre colère et inquiétude, les populations du Bosséa s'interrogent sur le fait que le député Farba Ngom, n'ayant jamais occupé des responsabilités dans l'administration sénégalaise, soit le premier responsable de l'ancien régime à être visé. Abdoul Aziz Diop est l'adjoint au maire des Agnam. Tout le monde en sait que l'honorable député Farba Ngom n'a jamais géré l'État du Sénégal. Et l'honorable n'a jamais gagné un marché sur l'État. Et il y avait des personnes qui devraient être poursuivies ou bien des personnes qui devraient être commencées. Personne n'est surpris dans ce pays. Une fois qu'il était passé à Agnam, de dire que ce sera la dernière élection que l'honorable député participera. Ça, ce n'est qu'un combat politique pour éliminer un adversaire d'une potentiel extraordinaire. Une fois qu'ils ont arrivé au pouvoir, c'est toutes les régions du Sénégal, sauf la région de Matam, de liquider un adversaire politique comme l'honorable député Farba Ngom qui a tout fait pour notre arrondissement. Dans la ville de Ourossogui, l'un des dirigeants du mouvement des enseignants apéristes du département de Matam, qui semble plus raisonnable en faisant confiance aux magistrats, appelle tout de même à la mobilisation générale pour dire non. Nous croyons à la justice sénégalaise, nous croyons à ces magistrats, d'honnêtes citoyens. Ils l'ont montré par le passé et aujourd'hui aussi nous attendons et nous espérons que ces magistrats ne seront pas des magistrats du projet. Cette affaire relève de la politique et nous ne laisserons pas faire. En vue des rassemblements prévus ce week-end, il est également annoncé des séances de récital de Coran dans plusieurs mosquées de la zone du Bosséa. Matam, Ali Bandelnian,
RFM. C'est ce jeudi que l'Assemblée nationale va mettre en place la commission ad hoc devant statuer sur la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. En attendant donc la session plénière prévue demain vendredi. La question de l'emploi des jeunes qui a été au menu du Conseil des ministres d'hier, le concept Xëyu Ndaw ñi devra changer d'appellation pour devenir emploi des jeunes. C'est une requête du président de la République pour, entre autres, redéfinir les objectifs. Mais pour les acteurs, les fondamentaux demeurent le contenu. Nafissatou Sila, l'élément n'est pas en place. La suite du journal avec les travailleurs sénégalais dans les bases militaires françaises qui se disent inquiets par rapport à la fermeture annoncée de ces bases. Ils sont plus de 500 personnes. Ces employés demandent aux autorités de les redéployer dans les services de l'État. Djibril Ndiaye, le secrétaire général de la section syndicale des personnels civils de recrutement local, au téléphone avec Eladji Ndiogou-Diène. Si l'État du Sénégal a pris cette décision, c'est une décision souveraine que nous respectons. Cependant, ça va avoir des incidences dans nos emplois parce que ça va faire pratiquement plus de 500 emplois qui seront impactés et que nous souhaiterions et nous avons pensé que peut-être l'État du Sénégal, avant de prendre cette décision, a pris en compte cela. Nous attendons que cela se concrétise, que l'État du Sénégal puisse reprendre en fait pour ces travailleurs, leur donner un emploi, les reverser dans la fonction publique ou dans les services de l'État. Expliquez-nous le travail que vous faites au niveau de ces bases militaires françaises. En fait, au niveau de ces bases militaires, en fait, il y a tous les corps de métier. Il y en a, en fait, qui sont en contrat avec l'État français directement, ceux qui ont des emplois directs et qui sont au nombre de 177. Et il y a des travailleurs qui sont en emploi indirect, qui travaillent quotidiennement au niveau de ces emprises militaires, qui sont eux au nombre de 327, qui sont employés par des entreprises sous-traitantes depuis plusieurs années. Il y a des domestiques, il y en a les techniciens de surface qui travaillent avec nous, il y a des lavandières, il y a des entreprises de BTP qui travaillent avec nous aussi. Donc, grosso modo, au total, on est plus de 500. Par rapport, en fait, aux entreprises qui traitent directement pour les achats et autres, ils sont au nombre de 622. Si on sait que, en fait, chaque travailleur a au moins derrière lui 10 personnes, vous voyez ce que ça fait. Puis cette réaction du secrétaire général du regroupement des taxis urbains du Sénégal, Malick Diop, qui se réjouit de l'attitude du chef de l'État qui hier à Conseil des ministres a donné des instructions au Premier ministre et au ministre des Transports terrestres pour qu'il règle le plus rapidement possible les problèmes du secteur du transport. Malick Diop évoque par la même occasion les problèmes des VTC au Sénégal. Nous sommes en phase avec lui parce que c'est une vieille demande, le renouvellement du parc. Depuis 2006, on avait travaillé avec l'État précédent sur le renouvellement du parc. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. S'il prend ces choses en main, nous le félicitons et nous l'encourageons sur ce chemin. Nous tenons à lui rappeler qu'il y a des points de désaccord dans les assises du transport. Surtout le décret 847 qui régularise le système du VTC au Sénégal. Ça, c'est un point de désaccord. On ne peut pas accepter des multinationales venir dans ce pays, nous imposer une autre mode de transport. Nous, on ne peut pas l'accepter. S'ils veulent faire du transport, ils n'ont qu'à le faire avec les professionnels, avec les voitures qui ont des licences. On peut bel et bien faire le système du VTC au Sénégal, mais avec les taxis autorisés. Mais avec ces clandos en ligne, on n'acceptera jamais qu'on nous impose notre mode de transport qui est totalement irrégulier. Nous tenons à lui rappeler ça et de nous prendre très au sérieux parce qu'on ne peut pas accepter, nous sommes des acteurs de développement, on ne peut pas accepter des multinationales venir dans ce pays, bafouer nos lois et des règlements et nous imposer une autre mode de transport jusqu'à détruire notre système de transport, on ne peut plus l'accepter. Donc nous l'encourageons à travailler pour le renouvellement du côté urbain et interurbain et des gros porteurs, ça c'est une bonne chose. Malick Diop, le secrétaire général du regroupement des taxis urbains du Sénégal, je vous l'annonçais tantôt, la question de l'emploi des jeunes a été au cœur ou au menu des échanges hier lors du Conseil des ministres. Le concept Xëyu Ndaw ñi qui devra changer d'appellation pour devenir emploi des jeunes. C'est un vœu du chef de l'État pour, entre autres, redéfinir les objectifs, mais les acteurs soutiennent que les fondamentaux demeurent le contenu. Nafissatou Sila. Xëyu Ndaw ñi, un programme d'urgence en 2021 pour relever à l'époque un défi en temps de crise. C'était pour calmer l'ardeur des jeunes, selon Tamba Danfakha, président de la coalition Priorité Emploi et accompagnateur de projet. C'est à la suite de manifestations violentes de mars 2021. Ça n'est pas du tout un programme d'emploi, c'est un programme d'urgence. Il fallait pour le président Macky Sall à l'époque répondre à une demande urgente pour calmer un peu les ardeurs des jeunes. Xëyu Ndaw yi, on le traduit en Wolof, emploi des jeunes, c'est ça
ça. Donc il n'y a pas de différence fondamentale entre ces deux concepts-là à l'étape actuelle des choses. Aujourd'hui, pour les nouvelles autorités, il y a lieu de changer cette dénomination, Xëyundaw ñi, en emploi des jeunes. Et d'après le dernier Conseil des ministres, il s'agit de mettre en place un concept plus efficient qui intégrera toutes les cibles. Tamba Danfakha se dit perplexe. J'avoue honnêtement que je ne comprends pas. Et ce que je peux tout de même vous dire, c'est qu'il y a que deux approches dans la création, dans la question de l'emploi. Soit vous vous placez dans une approche interventionniste en tant qu'État, ou bien vous dites je vais laisser faire, je ne vais rien faire. Le programme Xëyundaw, il s'agissait simplement de faire une politique keynésienne qui consiste simplement à trouver des gens, à leur donner des revenus. L'objectif, c'est pas forcément qu'ils trouvent un emploi, une occupation, mais l'objectif, c'est qu'on puisse améliorer le pouvoir d'achat des populations. Nous ne pouvons faire pour le moment qu'attendre, parce que nous ne savons pas ce qu'ils appelleraient cadrer dans ces objectifs et l'élargir à d'autres cibles. Dans tous les cas, l'ancien régime instigateur du programme Xëyundaw ñi s'était déjà fait une idée sur ce procédé. Pape Malick Ndour, ancien ministre de la Jeunesse, s'est confié à Georges Déthié Diop au dernier numéro du Grand Jury. Mais malheureusement, nous constatons que le gouvernement actuel est en train de démanteler tous les bons dispositifs que l'État a eu à amener jusque-là. Le programme Xëyundaw ñi aujourd'hui n'est quasiment plus une réalité. Et ça nous désole. Mais vous reconnaissez tout de même un échec de votre régime sur la question? Pas un échec forcément, hein. Moi je vous l'ai dit, on a fait ce qu'on devait faire. Effectivement, ce que nous avons fait n'a pas pu apporter des solutions pour toute la jeunesse du pays. Maintenant, les autres qui sont là, qui ont battu campagne quand même sur ces thèmes-là, il est temps, comme qu'ils ont tous les moyens, il est temps maintenant qu'ils apportent des solutions. Pour Tamba Danfakha, il faut avant toute chose recadrer l'écosystème pour ce qui est de l'emploi des jeunes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens pour encadrer les gens, il faut qu'il y ait des systèmes de financement appropriés. Et vous me permettez, me donner l'occasion aussi de m'indigner encore une fois sur la façon dont l'ADER fonctionne. L'ADER ne doit pas jouer le rôle d'un banquier. Que l'État du Sénégal revoie ses stratégies d'intervention. Les dispositifs publics d'appui, que ce soit l'ADER, que ce soit l'ANPEJ, que ce soit la PME, le PRODAC, etc. Tout ça doit être repensé. Le président de la République a cependant demandé au Premier ministre d'engager toutes les diligences nécessaires avant fin mars 2025. Consultation citoyenne à Kaolack, la loi agro-silvo-pastorale était à l'ordre du jour. Les acteurs demandent sa révision. Plusieurs propositions ont été faites, notamment sur la question liée au foncier. Les participants ont également interpellé le chef de l'État sur le projet Sensouf de la coopération allemande. Fatoumbo. L'application de la loi agro-silvo-pastorale demeure une préoccupation majeure pour les acteurs du secteur. Ces derniers poursuivent leurs efforts de plaidoyer afin d'améliorer les conditions de travail, comme le souligne Nazirou Sall, président du conseil d'administration du CNCR. C'est naturel, on est dans un pays où tous les acteurs s'organisent en fonction de leur propre métier. Ici, ce que nous avons demandé et ce que la loi a prévu, c'est qu'on l'applique, qu'on nous reconnaisse en tant que métier, qu'on nous reconnaisse en tant que responsable de ces métiers. Ça nous amènerait à avoir des droits et des devoirs dans ce pays. Parmi les propositions liées à la réforme foncière et à l'agenda national, plusieurs seront soumises aux autorités étatiques dans le but d'opérer un véritable changement. On a demandé d'être plus précis sur les principes de la réforme foncière. Mais on a demandé qu'il y ait un plan d'investissement qui accompagnera la faisabilité, qu'ils puissent agir ensemble et qu'il y ait une méthode de suivi. Nous sommes en train de nous préparer effectivement pour soumettre nos propositions à la tutelle qui devrait les porter naturellement avec ses supérieurs hiérarchiques. Face à la révision de cette loi, le projet Sensouf de la coopération allemande a prévu d'accompagner les acteurs agricoles, notamment en termes de formation et d'orientation. Mamour Dramé est le représentant. Et nous avions même anticipé dans l'action en renforçant les capacités des différents acteurs qui sont concernés par cette loi. Et naturellement, le projet de Sensouf s'est engagé à travers la coopération allemande à accompagner ce processus de révision. La consultation citoyenne de 3 jours a ainsi réuni tous les acteurs concernés de la région. Ils attendent des décisions fortes susceptibles de renforcer et de pérenniser le secteur agro-silvo-pastoral et halieutique. Fatoumbo Kaolack, Radio Futur Média. Le tout nouveau chef de la brigade régionale du service d'hygiène de Dakar sur le terrain ce matin. Une descente à l'école privée Les Praticiens de Pikine et au lycée Seydina Limamoulaye pour voir si les règles d'hygiène édictées sont bien respectées sur place, notamment en ce qui concerne la vente des denrées alimentaires. Salamata Ousmane Diallo était dans le cortège. Nous sommes ici à l'école Les Praticiens de Pikine. Classe après classe, le chef de service s'entretient avec les élèves en les sensibilisant avant d'aller voir les vendeurs de denrées alimentaires qui sont autour du établissement.
La santé des élèves et la salubrité dans les établissements font partie des préoccupations majeures de capitaine Idrissa Ndiaye, chef du service d'hygiène. Donc la première composante, c'est un peu de voir l'état de l'environnement scolaire, de voir l'état des blocs sanitaires, les conditions de préparation, de conservation, de vente des denrées alimentaires. Et la troisième composante qui est extrêmement importante, c'est surtout de voir l'existence de dispositifs de lavage des mains à l'eau et au savon qu'on recommande souvent au niveau des structures scolaires. Khali Diop, directeur de l'établissement, salue cette visite du service d'hygiène. Lui aussi veille bien à la santé des élèves et à la propreté de l'établissement. Moi, je suis dans la cour tous les jours, et même à la rentrée des classes. Les derniers élèves qui rentrent commencent déjà le nettoyage. Ils ramassent tout ce qui est papier dans la cour. Ensuite, ils vont systématiquement se nettoyer les mains avant de retourner en classe. Ça veut dire que tout le monde est concerné par ces actes d'hygiène pour que cet aspect-là soit bien pris en charge. Le chef de service Idrissa Ndiaye invite ses acteurs à respecter les normes d'hygiène pour éviter d'attraper toutes sortes de maladies. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits, mais globalement, il s'agira un peu de les encourager à respecter ces gestes élémentaires d'hygiène qui permettent de juguler ces genres d'épidémies qu'on peut rencontrer au niveau des établissements scolaires. Pour rappel, il y a un mois, des cas d'intoxication ont été notés dans certaines zones du territoire national. Le chef de service Idrissa Ndiaye invite tous les chefs de brigade à effectuer des visites permanentes dans tous les établissements. Salamatou Diallo, Pékin, Radio Futur Média. Je vous l'annonçais en titre, il y a 20 ans donc nous quittons Ndongolo. Il était l'une des dernières révélations de la musique sénégalaise vers les années 2000, une perte qui avait plongé tout le Sénégal dans l'émoi et la consternation 20 ans après sa disparition. Que reste-t-il de l'héritage musical de Ndongolo? Un dossier international. Bienvenue Georges Déthié-Diop. Merci Barthélémy Ngom. Direction la Guinée d'abord où les forces vives lancent un appel à quitter les institutions de la transition. Dans un communiqué publié hier, les forces vives de Guinée invitent ses représentants à quitter les organes de la transition et à rejoindre les différentes initiatives au niveau des états-majors des forces vives de Guinée pour continuer la contestation jusqu'à ce que les militaires acceptent de revenir aux fondamentaux d'une transition démocratique, ce qui signifie, selon le porte-parole des forces vives de Guinée, quitter le Conseil national de transition ou tout autre organe de la transition. L'appel fait suite à la décision des forces vives de Guinée de ne plus reconnaître depuis le 31 décembre dernier la légitimité de la junte militaire au pouvoir. Elles exigent le départ du CNRD et la mise en place d'une transition dirigée par un civil. Côte d'Ivoire, la convocation de Jean-Louis Billon par le PDCI suspendu in extremis. L'homme d'affaires en conflit ouvert avec Tidjane Thiam ne s'est pas rendu hier devant le conseil de discipline du parti. Gobia Yabi. Ce qui aurait pu marquer la fin de long bras de fer entre le conseil de discipline du PDCI et Jean-Louis Billon n'a fait qu'exacerber le malaise au sein du vieux parti déjà en proie à des tensions ces derniers mois. Le conseil de discipline et l'ordre du bélier du PDCI ont décidé pour des raisons de sécurité et de préservation de l'ordre public de reporter l'audience de Jean-Louis Billon, initialement prévue pour le mercredi 15 janvier 2025. Dans la matinée de ce mercredi, plusieurs communiqués émanant de la direction du parti et de Jean-Louis Billon se sont contredits jusqu'à la décision finale du vieux parti à travers une note officielle du docteur Marie-Ange Aka, secrétaire général du conseil de discipline. Cette mesure de report du conseil de discipline de Jean-Louis Billon intervient après l'écho important suscité par la convocation de ce dernier ainsi que les messages de menaces relayés sur les réseaux sociaux par certains de ses militants, laissant craindre d'éventuels troubles. Dans sa correspondance, le conseil de discipline précise que cette décision de report est motivée par des circonstances totalement indépendantes de sa volonté et qu'une nouvelle date d'audition sera communiquée ultérieurement. Jean-Louis Billon, député PDCI de Dabakala et président du conseil départemental de la commune, demeure donc dans l'attente de la notification d'une nouvelle date. Les scissions au sein des partis d'opposition en Côte d'Ivoire sont légion. Hier, on assistait à la fragmentation du FPI de Laurent Gbagbo, aujourd'hui celle du PDCI. À qui profite le crime? Gobia Yabi, Abidjan, RFM. En Côte d'Ivoire, toujours la justice a confirmé hier en appel les charges et les peines retenues contre deux responsables du mouvement de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, Mamadou Traoré et Kando Soumaoro ont été
tous condamnés à 2 ans de prison ferme. Mamadou Traoré est reconnu coupable de diffusion de fausses informations et trouble à l'ordre public. Kando Soumaoro également pour trouble à l'ordre public. Et nous terminons par ce remaniement ministériel au Gabon, Georges. Le Premier ministre Raymond Dongsima reste à son poste. Les principaux poids lourds de l'équipe sortante conservent leur portefeuille. Les ministères de souveraineté restent entre les mains des proches du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est le cas de la défense gérée par le général Brigitte Okanoa, de Régis Onanga Ndiaye aux affaires étrangères, Marcel Abeke au pétrole ou Charles Mba au budget, qui récupère également le service de la dette. Le nouveau gouvernement compte 35 ministres, 35 membres donc contre 31 dans l'ancienne équipe. Il y a 10 nouveaux ministres. Le principal défi de la nouvelle équipe sera d'organiser les prochaines élections qui vont mettre fin à la transition au plus tard en août prochain. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra est à Moscou depuis hier pour une visite officielle de 3 jours. En Russie, selon le Kremlin, une rencontre avec le président Vladimir Poutine est prévue aujourd'hui. Lendemain de l'accord d'un cessez-le-feu à Gaza, des questions demeurent. Israël accuse le Hamas de remettre en cause certains points et menace de ne pas valider l'accord. À Gaza, la défense civile annonce la mort de plusieurs dizaines de personnes dans des frappes israéliennes. Boubacar Dieng. Le premier ministre israélien a accusé le Hamas de revenir sur certains points de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou annonce que son gouvernement ne validerait pas l'accord tant qu'il n'aurait pas reçu l'assurance que le groupe palestinien les a acceptés. Selon lui, le Hamas renie des parties à l'accord conclu avec les médiateurs et Israël pour essayer d'extorquer des concessions de dernière minute. Dans un communiqué, Benjamin Netanyahou ajoute que le cabinet israélien ne se réunira pas tant que les médiateurs n'auront pas notifié à Israël que le Hamas a accepté tous les éléments de l'accord. Pendant ce temps, du côté de Gaza, la défense civile a annoncé ce matin la mort de 73 personnes dont 20 enfants et 25 femmes dans ce que son porte-parole a présenté comme une forte intensification des bombardements de l'armée israélienne survenue après l'annonce la veille d'un accord sur une trêve devant commencer dimanche. Mahmoud Bassal indique que les bombardements ont visé principalement Gaza-Ville mais aussi Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. Selon lui, 230 personnes ont été blessées dans ces bombardements qui continuent hier. Le Qatar, l'un des principaux médiateurs dans les négociations, a confirmé que Israël et le Hamas ont accepté un accord pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages. La libération de 33 otages israéliens contre la libération de près d'1 millier de Palestiniens détenus en Israël. Selon RFI, un dirigeant du Hamas a démenti que son mouvement conteste des points de l'accord. Il a qualifié les accusations de Benjamin Netanyahou d'accusations sans fondement. 12h30, merci beaucoup Georges Déthié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, débat sur la boulangerie. Quelle solution pour relancer un secteur en difficulté? Le prétexte, la conférence de presse conjointe FNBS-RBS. Une conférence de presse au lendemain de l'audience avec le ministre de l'Industrie et du Commerce. Pour en parler, nous serons avec Amadou Gaye, justement le président de la FNBS, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, et Ibrahima Dramé, président de l'UNCS, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. RFM Sport. Les actualités sportives avec Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. D'abord la Coupe du Sénégal, la suite des 32e de finale, le choc entre équipes de Ligue 1 à Pikine. L'AS Pikine, dans son chaudron, reçoit le leader de cette Ligue 1 sénégalaise, l'US Gorée. Match comptant pour les 32e de finale qui ont démarré hier. Youssou Boudian. C'est un nul et 7 victoires, dont 3 d'affilée lors de ces 3 derniers matchs. Mais les insulaires ont toujours faim, selon leur entraîneur adjoint, Olivier Kabou. Jouer avec Pikine, la coupe, c'est pas quelque chose de facile, surtout ici à domicile, à Alassane Djigo. Donc, en tout cas, nous, on est prêts. On est prêts pour jouer tous nos matchs. Je dis bien tous nos matchs et les gagner. Parce que la coupe, jouer la coupe, il n'y a pas de calcul, juste gagner et continuer. Et nous, on veut continuer. Donc, mentalement, on est prêts pour
venir les affronter ici. Jouer toujours avec à Pékin, à Alassane Djigo, c'est toujours la pression. Mais ça ne veut rien dire. On est premier certes, mais bon, le match de coupe et match de championnat, c'est pas les mêmes normes. Donc c'est un match à élimination directe. En tout cas, nous, on veut gagner. On veut continuer la coupe. En face, une équipe pékinoise moins en réussite cette saison, mais qui veut aussi gagner, selon son entraîneur Lamine Diagne. On sait bien que Gorée, c'est l'équipe en forme du moment. Ils nous avaient battu à l'aller. Donc maintenant, on les reçoit chez nous en Coupe du Sénégal. Je pense que ce sera un autre match. Nous étions allés voir le match Gorée-Tenguède. Et encore, une fois de plus, on a supervisé Gorée. On a vu les points forts et les points faibles. Et à partir de là, nous, on sait comment on va aborder le match, Inch'Allah, pour pouvoir le gagner. Et on est très confiants, Inch'Allah, pour pouvoir gagner le match. Cette saison, Pékin à domicile, c'est une seule défaite lors de la première journée. C'était contre Diamano de Fatick. Autre rencontre prévue cet après-midi, US Parcelles Assainies contre AS Kolda, Dekendo contre l'Étoile Lusitana, Dakar FC joue contre le Port, ASC Bundu contre l'AS Douane, Guédiawaye FC joue contre Esamaï, la Linguère joue contre l'équipe des Damels. Hier, Teungueth FC a été battu pour ses 32e de finale par 1-0 par le Duc. Défaite qui a eu pour conséquence le limogeage de l'entraîneur des Rufisquois, Sidat Sarr, qui est désormais plus sur le banc de l'équipe de Teungueth FC. Le CHAN 2023, le Sénégal est dans la poule D. Avec le Nigeria, le Congo et le Soudan, le tirage au sort a eu lieu hier. Plus de détails avec Cheikh Tidiane Diaye. C'est un véritable coup de massue. C'est en pleine préparation que la nouvelle est tombée. Pas de CHAN. Souleymane Diallo s'en désole, l'entraîneur de l'équipe nationale locale du Sénégal. On l'a pris avec philosophie et aussi une sensation de compréhension de la part des autorités. Sûrement, si la décision a été prise, elle a été fondée sur des choses qui font qu'effectivement, cette décision ne pouvait pas manquer. Reporté en août prochain, Souleymane Diallo devra désormais constituer une nouvelle équipe car certains joueurs pourraient quitter le pays pour monnayer leur talent ailleurs. Probablement, ça ne sera pas le même groupe. Aujourd'hui, nous sommes parvenus à mettre en place un groupe qui est capable de rivaliser avec n'importe quelle équipe en Afrique. Mais peut-être on va perdre la majorité de ces joueurs-là. Mais encore une fois, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes le Sénégal. Nous avons un championnat où il y a de très 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 bons joueurs. Ça sera l'opportunité effectivement pour d'autres garçons de se montrer. Il est également revenu sur la composition du groupe du Sénégal. Il n'y a pas de petites équipes, il n'y a pas de grandes équipes, il n'y a pas de poule facile ou bien il n'y a pas de poule difficile. Aujourd'hui, tous les matchs vont être difficiles en Afrique. Si tu veux aller très loin, il va falloir s'attendre à jouer les grands. Le Sénégal, pour rappel, est champion en titre et devra batailler ferme pour garder le trophée tant convoité. Voilà Bart, c'est tout pour les sports. Merci beaucoup Malal Diagne Junior. RFM, la presse du jour. La presse de ce jeudi, lecture, commentaire Youssouf Bodian. Bonjour. La procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Mohamed Ngom dit Farba occupe la une de la plupart des journaux parus ce jeudi. La commission ad hoc de l'Assemblée nationale, ratifiée demain vendredi, Farba à la gomme, titre Le Quotidien, qui rappelle que la dite commission a été installée suite à une demande du ministère de la Justice sur saisine du parquet financier du pôle judiciaire financier. Maître Aïssata Tall Sall sera l'avocate du maire des Agnam et pour le compte du groupe parlementaire Taku Wallu, le député Jim Soiré va défendre son collègue devant l'Assemblée nationale, annonce Les Échos. Le journal ajoute que l'Alliance pour la République prépare un grand rassemblement, accuse Sonko et appelle à la résistance, ce que Sud Quotidien considère comme un branle-bas de combat. Le journal fait écho d'un communiqué publié hier par le secrétariat exécutif national de l'ancien parti au pouvoir. Les partisans de l'ancien président Macky Sall accusent l'actuel premier ministre Ousmane Sonko d'être l'instigateur de ce qu'il qualifie, je cite, de grave forfaiture de liquidation politique du député Farba Ngom. Une affaire Farba Ngom qui, selon le journal, a réveillé le parti APR qui était en léthargie. L'Alliance pour la République vent debout, estime Walf Quotidien, qui relaie la sortie d'un des dignitaires de l'ancien régime. Mansour Faye dénonce ce qu'il qualifie de commande politique du Premier ministre, ce qui veut dire à Source A que la machine du Djoub Djoubal Djoubanti s'emballe, le procureur déroule et Mansour Faye prend peur. Farba Ngom, justement, un parcours tumultueux de maquis
assumer, titre Li Quotidien. Selon le journal, le maire des Agnam dispose d'une influence certaine au sein de l'APR. Depuis 2012, il a gagné toutes les élections dans le Fouta. La CENTIF, à l'origine du signalement, est à l'offensive selon enquête. Le journal informe que la CENTIF transmet des rapports accablants des transactions suspectes. Également poursuivi par la justice sénégalaise, Lat Diop est en prison depuis bientôt 4 mois. Il est lâché par Amadouba et ses compagnons, selon le journal Les Échos, qui ajoute qu'aucune visite ni de Amadouba ni des membres de nouvelles responsabilités. Seul Aliou Sall prend souvent de ces nouvelles, selon le journal. Un autre dossier politico-judiciaire, l'affaire des 29 milliards de francs CFA. L'Observateur s'intéresse ce matin à ce qu'il considère comme de terribles révélations du rapport de l'Inspection générale des finances. Un document qui, selon le journal, révèle la vérité sur le différend Sonko-Mamba Niang, le rôle de l'ancien ministre et le parquet du pôle judiciaire financier. Mamina Dafé et Ibrahima Sissé, les premiers arrêtés, mais pas les derniers. Concernant l'affaire du titre foncier 1451R, le parquet financier actionne la division des investigations criminelles, informe Libération. Une enquête ouverte pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux portant sur la somme de 94 milliards de francs CFA. Les héritiers de feu Megour Mbeng se constituent partie civile. Le Soleil s'interroge ce matin sur les raisons qui poussent les jeunes médecins et pharmaciens à s'exiler. Il s'agit des salaires dérisoires, de la précarité, des lenteurs administratives, entre autres. En sport, Record s'intéresse au 32e de finale de la Coupe du Sénégal de football. Gros choc, AS Pikine, US Gorée ce jeudi. Teungueth FC, éliminé hier, se sépare de son entraîneur, Sidar Sarr. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Nous en venons maintenant à la rubrique Point de vue, débat sur la boulangerie. Quelle solution pour relancer un secteur en difficulté? Le prétexte, la conférence de presse conjointe, conférence de presse ce matin entre la FNBS, la Fédération nationale des boulangers, et le RBS, le regroupement des boulangers du Sénégal. Une conférence de presse donc au lendemain de l'audience avec le ministre de l'Industrie et du Commerce. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Amadou Gaye. Monsieur Gaye, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président de la FNBS, justement, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Notre deuxième intervenant, Ibrahima Dramé. Monsieur Dramé, bonjour. Bonjour. Oui. Je suis le président de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. C'est bien cela, président de l'UNCS, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. D'abord, la parole aux acteurs. Amadou Gaye, président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Vous dites que le secteur de la boulangerie rencontre aujourd'hui d'énormes difficultés. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le détail quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui? Oui, merci beaucoup vraiment de cette question très importante. Vous savez que le 21 juin 2024, le prix du pain a été baissé de 25 francs suite avec une volonté des autorités, de nouvelles autorités. Si vous vous rappelez en ce temps-là, nous les boulangers, nous avons dit pour faire baisser le prix du pain de 25 francs, il faut impérativement baisser le prix de la farine à 7 000 francs au lieu de 4 000 francs. C'est ça qui a été payé. Maintenant, vous savez, il y a tous les acteurs, il y a les meuniers. Les meuniers se sont arrêtés à 4 000 francs et l'État subventionne le reste. Mais nous avions dit au gouvernement, si cette mesure passe, je peux vous assurer que beaucoup de boulangeries seront fermées si vous ne mettez pas encore des mesures d'accompagnement, à savoir la suppression de la TVA, de toutes les taxes sur la levure et les améliorants. Ensuite, dès l'instant que l'État dit que le pain est un produit social, logiquement, nous les boulangers, nous devons bénéficier d'une taxation sociale sur l'électricité. Donc, ne serait-ce que l'électricité, la levure, la farine, constituent ne serait-ce que 70% de notre charge pour faire du pain. Si ajoute maintenant ces trois leviers-là, voilà, ces trois leviers-là, si vous ne le faites pas, on aura des problèmes. Donc le gap de 3 000 francs devait être compensé sous le coût de l'électricité et tout ça. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? En ce temps,
nous avons vu qu'il y a beaucoup de boulangeries qui sont en train de fermer. Moi-même qui vous parle, ma soeur a fermé, il n'y a même pas 15 jours, une boulangerie à Anne. Aujourd'hui, on a recensé 37 boulangeries à Dakar, 7 à Fatick par exemple, pour ne citer que cela. Souvent 29, je pense. Donc, est-ce que nous, en tant que responsables, un État qui dit qu'il doit appuyer les industriels, est-ce qu'on doit rester les bras croisés pour ne pas informer l'autorité que si vous continuez cela, vous allez avoir des pertes d'emploi énormes et votre politique de création d'emplois sous les jeunes va tomber à l'eau. C'est pourquoi nous avons fait cette conférence pour alerter nos problèmes. Nos problèmes aussi, le plus important, c'est l'assainissement du secteur de la boulangerie. Oui. Pour le respect je rappelle, 2217. Je rappelle la vente du pain dans les boutiques. Oui. Oui, je rappelle que vous avez rencontré le ministre de l'Industrie et du Commerce hier. Justement, nous allons revenir un peu sur les engagements de l'autorité. Le temps de donner la parole au président Ibrahima Dramé, le président de l'UNCS, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. Monsieur Dramé, c'est vrai, c'est pas la première fois que les boulangers alertent sur la situation. Aujourd'hui, en tant que consommateur, quel est votre point de vue par rapport à cette situation, vous qui défendez un peu les consommateurs? Merci Elhadj Diogou. Barthélémy. Oui, Barthélémy, merci Barthélémy. Je salue au passage mon collègue M. Gaï. Je suis d'accord avec lui par rapport à la situation qu'il vient de décrire sur le secteur de la boulangerie. Mais j'estime que la réglementation, on sait très bien que le pain est un produit encadré. Oui. Et que sur le principe, normalement, la fédération et le regroupement des boulangers doivent adresser une correspondance à l'autorité pour décrire un peu la situation. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs, normalement, doivent se réunir pour étudier la situation qui prévaut au niveau du secteur de la boulangerie. Nous savons qu'aujourd'hui, par rapport au diagnostic qui a été fait par le président Gaï, nous, en tant que consommateurs, on ne peut pas se prononcer de facto dans la mesure où aujourd'hui on ne connaît pas la structure des prix. Parce que cette structure des prix est le principal outil à partir duquel des hypothèses de travail nous permettra d'apprécier le niveau de baisse ou augmentation du prix du pain. Mais aujourd'hui, on n'a pas cette structuration du pain, du prix du pain. Je pense qu'aujourd'hui, le ministère du Commerce aujourd'hui doit appeler les acteurs autour d'une table pour présenter la situation du secteur de la boulangerie. C'est vrai, il peut y avoir des difficultés, mais quand même, je pense qu'aujourd'hui, on doit réunir les acteurs autour d'une table et présenter la structure du prix du pain. Essayer de se réunir, de discuter afin de préserver le consommateur de cette situation-là. Effectivement, parce que tant qu'il n'y a pas cette concertation des acteurs, certainement on ne pourra pas avancer sur cette situation du secteur de la boulangerie. Mais l'autre part aussi, il l'a dit à la fin de ses propos, c'est l'application de la loi 2021-25 du 12 avril 2025. Parce qu'on a participé aux concertations, on a participé à l'élaboration de cette réglementation. Et dans cette loi, on a parlé de l'assainissement du secteur. Moi, je pense que cette situation-là incombe à l'autorité d'assainir le secteur de la boulangerie. Mais malheureusement, comme lui-même il a dit, il a constaté que véritablement le secteur n'est pas totalement assaini. Ça, c'est la loi qui est là. On interpelle le ministère du Commerce pour véritablement assainir le secteur. Vous voyez aujourd'hui les consommateurs même se plaignent par rapport à la production du pain, par rapport au transport, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de respect par rapport à la réglementation. Le transport se fait par des Jakarta, par des vélos, par des pousse-pousse. Et aussi au niveau des points de vente aussi, on voit que les boutiquiers continuent à vendre le pain parce que là aussi c'est encadré. Je pense qu'aujourd'hui, c'est au ministère du Commerce de véritablement d'agir
par rapport à cette situation-là pour pouvoir assainir le secteur. Oui, d'accord. Merci beaucoup, M. Dramé. Président, je reviens à vous tout à l'heure. Amadou Gaye, c'est vrai, vous avez évoqué pas mal de difficultés, mais hier, lors de votre rencontre, eh bien, l'autorité a pris certaines décisions, surtout concernant la fiscalité sur certains intrants essentiels à la fabrication du pain. Je veux citer par exemple la levure et entre autres. Il vous a également promis un assainissement du secteur. Quelle doit être maintenant la position que vous devez adopter plutôt pour une matérialisation de ces engagements? Merci beaucoup. Je salue au passage président Dramé. Je précise encore une fois, effectivement, le prix du pain est homologué. Ça veut dire que nous ne pouvons pas fixer le prix. Ouais. Mais nous, on n'est pas encore à parler de prix. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons jamais parlé de prix aujourd'hui pour le moment. Nous, ce que nous voulons, même si on vous donne aujourd'hui un prix de 200 francs, si nous ne réglons pas en arrière nos problèmes, on va rester le problème va rester de tel. C'est pourquoi nous avons notre première revendication, c'est l'application de la réglementation à travers le décret 2217, les arrêtés 73-78 du 3 mars 2020, les arrêtés 09-793 du 13 mai 2020 et surtout le 78-65 du 26 avril 2022. Voilà l'application de ces arrêtés. Et le problème que nous rencontrons aujourd'hui par rapport à l'ouverture de boulangerie, déjà quand on a parlé hier avec l'autorité. Mais vous voyez, c'est ça qu'on est au Sénégal par rapport à l'ouverture de boulangerie. Les gens ouvrent des boulangeries sans respecter les distances. Mais là aussi, est-ce que ce n'est pas contradictoire? Parce que vous avez annoncé que pas mal de boulangeries ont fermé à cause des difficultés et parallèlement, on assiste à des ouvertures. Non, il n'y a aucune contradiction. Ouais, les gens naissent et les gens meurent. Le problème, c'est pas ça. La population augmente. Le problème, je dis, il y a la loi qui dit quand une boulangerie ouvre, il doit avoir respecté la distance, il doit avoir une autorisation préalable. Moi, je parle de l'application des textes. Cette comité, on a logé les comités techniques du suivi de la boulangerie au niveau des gouvernances. Aucun gouverneur ne convoque. Il y avait que le gouverneur de Dakar qui convoque. Oui, parce que là aussi, le ministre a annoncé une redynamisation des comités de suivi. On connaît, justement. Donc, tout ça, c'est des failles qui font que la réglementation ne peut pas se faire. Il y a beaucoup de problèmes. Les ouvertures, les déclarations des boulangeries, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez bien dit, le ministre a promis. Vous avez dit le mot promis. Et même quand on l'a rencontré, il a même dit des choses qui dépassaient même notre revendication. Et il nous a effectivement rassurés par rapport à cela. Mais, nous, ce que nous demandons, nous savons ce que le ministère du Commerce est en train de faire. Je peux vous assurer, la direction du commerce intérieur a fait tout son possible et est en train de faire tout son possible pour faire appliquer cette réglementation. Mais le problème, cette réglementation implique d'autres ministères qui n'ont pas suivi. C'est ça qu'on a demandé au ministre. Pour lui dire que pour que cette application, vos agents sont fatigués, vos agents ont tout fait, ils ne peuvent pas continuer sans vous les donner les moyens et aussi impliquer l'autre ministère. Effectivement, il nous a promis de saisir le Premier ministre, tout ça. C'est pourquoi nous avons dit que c'est le Premier ministre lui-même qui doit s'impliquer pour faire ne serait-ce que même un conseil interministériel avec tous les acteurs, les consommateurs, les boulangers, les meuniers, pour qu'on puisse régler définitivement ce problème de la boulangerie. Il y a tellement de problèmes de vente de pain dans la boutique. Vous voyez, nous avons même donné des alternatives par rapport à la souveraineté alimentaire. Oui, donc, parce que cette question-là c'est une lancinante question qui revient à chaque fois, cette problématique liée au pain à la boutique. Oui, justement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Les ministères de commerce ont tout fait, mais il faut qu'on les appuie. Et c'est le Premier ministre qui peut donner des instructions au ministère de l'Environnement, au ministère du Commerce, au ministère plutôt de l'Intérieur. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est ce que nous avons revendiqué. Et nous avons dit, en attendant au moins que cela puisse se faire, ne serait-ce que pour que les Blancs souffrent. Dès l'instant que nous avons que l'État du Sénégal veut faire vraiment la baisse des denrées de premier nécessité. Donc nous n'allons pas encore créer d'autres problèmes, mais au moins que cette baisse ne doit pas être supportée. Ce problème-là ne doit pas être supporté par les boulangers. On ne peut pas subventionner le pain. C'est pourquoi nous avons demandé, vous voyez, la levure et les améliorants. Qu'est-ce qui fait cette levure? Il y a la taxation très élevée. Quand un importateur importe la levure des améliorants, il paye les 3% sur le bois mat, sur la taxe pour soutenir la douane.
de 18% de TVA, sans compter les droits de douane. Mais là, effectivement, le prix qui coûtait 19 000 francs en 2019, aujourd'hui est à 30 000 francs, n'est-ce pas? Donc voilà le problème que nous vivons. Donc nous avons vu que le ministre du Commerce, Dr. Seringue, effectivement, il nous a reçus, il nous a rassurés, il a dit qu'il va nous soutenir. Nous le croyons, mais nous voulons des actions, nous voulons des actes, nous voulons que ça soit passe immédiatement, parce que on va faire le mois de Ramadan. Et d'ailleurs, nous allons dès demain dérouler notre plan d'action, parce que aussi, il faut qu'on évite, parce que pour aller au Ramadan, les boulangers doivent réinvestir de l'argent pour pouvoir donner du pain à temps aux Sénégalais. Mais dans ce rythme-là qu'on est en train de faire, nous ne pouvons pas réinvestir, nous ne pouvons rien faire. Dans ce cas, on pourrait avoir des pénuries de pain pendant le mois du Ramadan. C'est ce que nous voulons éviter. Voilà quelle sens de notre conférence de presse. C'est pour alerter. Nous avons écrit au Premier ministre, nous avons écrit au Président de la République. On ne nous a aucune réponse par rapport à cela. C'est ça que nous avons dit, nous dénonçons. D'accord. Merci beaucoup Amadou Gaye, président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. On vous retrouve dans le journal de 13h. Ibrahima Dramé, président de l'UNCS, il a annoncé, on s'achemine le mois de Ramadan, c'est dans quelques semaines. L'inquiétude un peu qui vous anime certainement, vous en tant que consommateur, c'est lié au pain. Vous ne voulez pas qu'il y ait rupture ou augmentation du prix. Il faut également que la qualité soit respectée. Ça c'est certain, hein. On parle le même langage, Barthélémy. Mais moi, je pense que pour régler le problème, parce que le président Gaye a soulevé un certain nombre de problèmes au niveau de l'intervention de certains ministères, comme le ministère de l'Environnement et les autres ministères. Je veux attirer son attention qu'il existe un comité de suivi des prix qui est logé au niveau du ministère des Finances. Et ça fait plusieurs années que ce comité ne s'est pas réuni. Moi, j'ai fait une proposition au ministère des Finances que ce comité soit logé à la primature. Et cela permettra à faire intervenir les autres ministères pour pouvoir régler certaines questions. Parce qu'on a constaté qu'on a des difficultés. Si le ministère du Commerce fait des efforts par rapport à l'assainissement du secteur, certainement, il y a d'autres ministères qui n'interviennent pas. Je pense que si on lance ce comité de suivi des prix au niveau de la primature, ça permettra au PM de faire intervenir... Et parce que lui-même, Amadou Gaye, il le dit, il faut qu'il y ait une implication du Premier ministre. Effectivement. Je pense que cela pourra véritablement régler définitivement le problème du secteur. D'accord. Voilà. Merci Ibrahima Dramé, président de l'UNCS, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. Merci également à Amadou Gaye, le président de la FNBS, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était Point de vue, le dernier point donc de ce journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Amadi Ndiaye, réalisation, chef d'édition Eladji Ndiogou Diène. Il sera là dans moins de 6 minutes pour le 13h. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média.